Chers collègues, chers amis, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la confusion mentale, c'est un problème extrêmement fréquent en cardiogériatrie. Il s'agit de repérer les cas de confusion mentale. Vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Prendre en charge ces patients et je vous donnerai quelques notions pour essayer de le prévenir. Alors effectivement, on a une collaboration très étroite entre mon service à Charlefoix et l'Institut de cardiologie, puisqu'on reçoit un grand nombre de patients très âgés avec un modèle de soins tout à fait intéressant et qui nous permet justement d'appréhender toutes ces problématiques de fragilité, de comorbidité chez les patients très âgés. Et également, on développe cette approche aussi à travers des patients, je dirais, pour des soins programmés comme l'ETAVI, puisque avec Jean-Philippe Collet, on coordonne un PHRC national sur justement l'évaluation gériatrique des patients avant une procédure TAVI. Alors la confusion mentale, je vais essayer de simplifier cela au maximum. En fait, on peut le définir comme un dysfonctionnement cognitif aigu. Vous savez que notre cerveau réalise des opérations très complexes qu'on appelle la cognition. Donc il y a la mémoire, le langage, l'attention, les fonctions exécutives et bien d'autres. Dans la démence, eh bien, c'est un dysfonctionnement chronique. Et bien là, dans la confusion aiguë, on a un dysfonctionnement aigu. Et il est caractérisé par des perturbations de la conscience, je vais revenir là-dessus. Il est installé en quelques heures ou quelques jours, donc c'est quelque chose, quand on interroge les gens, le mois dernier, voilà, il n'y avait pas tous ces problèmes cognitifs. Et ce dysfonctionnement cognitif aigu, il est lié à une situation de santé, souvent quand même des choses assez importantes qui vont perturber le patient. En général, il faut retenir le terme d'agression, donc c'est une agression qui peut être métabolique, comme par exemple une hyponatrémie, une hypercalcémie, une hypoxémie, circulatoire, bien évidemment, médicamenteuse, chirurgicale, dans les suites de la chirurgie, on en parlait tout à l'heure, c'est très fréquent. Ça peut être aussi des facteurs psychologiques, des changements d'environnement ou des agressions qui vont entraîner des symptômes psychologiques ou encore un deuil. Et donc, à chaque fois, on retrouve cette notion d'agression. Et souvent, chez les sujets âgés, ces agressions sont multifactorielles. C'est qu'on ne trouve pas seulement un facteur d'agression, mais plusieurs associés. Alors nous, dans notre expérience, l'infection, pour les malades que l'on soigne, on a une étude là-dessus, est vraiment de très loin le facteur le plus souvent identifié dans les facteurs d'agression. Alors ce qui est intéressant dans la confusion mentale, c'est que c'est réversible. Ça, c'est écrit partout cliniquement, où c'est potentiellement réversible parce qu'effectivement, on voit aussi des patients chez lesquels la régression n'est pas complète, elle est seulement partielle et ça pose d'autres questions qu'on va aborder tout à l'heure. Mais en principe, c'est le grand intérêt de la confusion mentale, c'est potentiellement réversible et bien sûr, c'est quelque chose de très intéressant pour le patient. Alors, la confusion mentale, ça a été bien étudié. On a beaucoup d'études un peu systématiques, notamment conduites à l'hôpital, en milieu médical ou chirurgical. Eh bien, il y a plusieurs facteurs de risque chroniques. Donc, ils varient en fonction des études, mais ce qu'on retrouve comme étant les plus forts et les plus constants en fonction des études, c'est le grand âge, notamment un âge qui dépasse 80 ans. L'existence d'une démence, c'est-à-dire d'avoir un trouble neurocognitif chronique préexistant. Ça, c'est un facteur de risque majeur. En pratique, il est quelquefois non diagnostiqué, donc il faut tenir compte de ce paramètre dans l'équation. Et les troubles sensoriels, notamment la cécité et l'hypoacousie. Alors, dans le contexte cardiologique, eh bien, les agressions, vous connaissez ces situations. Il y a l'insuffisance cardiaque, bien évidemment, la chirurgie cardiaque et la réanimation cardiaque, qui sont des grandes situations où on retrouve beaucoup de confusion mentale chez les sujets soignés dans ces contextes-là. Alors les signes, je reviens là-dessus. On retrouve des troubles de conscience, c'est-à-dire que le niveau de vigilance des patients va être altéré, c'est-à-dire que ça va être soit une agitation, en général, quand le patient est comme ça, c'est assez... on ne manque pas trop le diagnostic parce que le patient est tellement dérangeant que ça va solliciter des interventions médicales et un diagnostic. Mais quelquefois, le patient peut être à l'inverse somnolent, voire tout simplement ralenti. Et là, le risque de passer à côté est beaucoup plus grand parce que le patient ne dérange personne. On dit oui, cette personne âgée est bien gentille, on passe, on ne voit pas le problème.
Donc c'est pour ça, pour détecter ces phases-là, qu'on recommande un dépistage. Nous, c'est ce qu'on fait dans le service chez nos entrants. On a une procédure qui prévoit le dépistage de la confusion, justement pour ne pas manquer ces patients qui sont sur le versant, je dirais, peu dérangeant, mais avec une confusion mentale. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au plan cognitif? On retrouve une perturbation de la mémoire. C'est souvent des personnes qui n'arrivent pas à capter les événements qu'on vient de leur dire. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, la mémoire immédiate. Ils sont perdus dans le temps et dans l'espace. Et ils ont des grands troubles attentionnels, c'est-à-dire qu'on a du mal à capter leur attention dès qu'il y a quelqu'un qui passe, qui ouvre la porte, etc. C'est des patients qui vont être très distractibles. Parfois, on peut retrouver des hallucinations, parfois des anxiétés, c'est ce qu'on appelle souvent la perplexité anxieuse. Et ce qui est aussi assez caractéristique, c'est qu'il y a une fluctuation de ces symptômes au cours de la journée. À des moments, ils peuvent être bien meilleurs ils peuvent être atténués ou par contre se majorer. Et notamment, il y a des patients qui peuvent passer de l'agitation à la somnolence plusieurs fois comme ça dans la même journée. Alors bien évidemment, comme toujours en médecine, ça c'est des symptômes. Il y a des diagnostics différentiels, notamment celui de la démence avec des troubles du comportement aigu. Souvent c'est difficile à dissocier d'une confusion mentale. L'épilepsie aussi qui peut donner des troubles neurologiques fluctuants et récurrents, notamment s'il y a plusieurs crises. Et puis certains AVC un peu particuliers qui vont donner des troubles du langage et perturber les choses. Et puis aussi les maladies psychiatriques. Là, on est plutôt sur la situation un peu schizophrénie. Bon, c'est moins fréquent en gériatrie. Alors, identifier la confusion mentale, c'est pas si facile que ça. Donc, effectivement, quand le malade est très agité et perturbé, bon, on y pense bien sûr et on est dans cette situation-là. Mais moi, comme je vous le disais, pour dépister les formes, je dirais, hypoactives avec somnolence, ralentissement, il faut dépister cela. On a des chiffres de prévalence en hôpital gériatrique, mais en milieu médical, qui sont de l'ordre de 20 à 25% des personnes hospitalisées. Donc c'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça aussi qu'on les détecte. Alors pour l'identifier, eh bien, on recherche une perturbation cognitive. Nous, on a un test très rapide qui prend 2 minutes et que l'on a mis au point d'ailleurs dans notre hôpital et qui permet de discriminer des gens qui n'ont pas de problème cognitif. Donc effectivement, s'il n'y a pas de problème cognitif, il n'y a pas de confusion mentale. Et si ce test est anormal, donc on a une dysfonction cognitive et on essaie de voir quelle est l'origine. Grosso modo, pour simplifier, la confusion mentale est une des causes et lorsqu'on ne retrouve pas de confusion mentale, donc il peut s'agir d'une démence. Donc on a un outil extrêmement commode qui est très simple, qui a été validé pour être utilisé non seulement bien sûr par des médecins mais aussi par des infirmières, qui s'appelle Confusion Assessment Method, ou CAM dans notre jargon gériatrique, et qui, au moyen de 4 questions, permet d'identifier les situations de confusion mentale. Donc vous voyez, avec cet petit arbre de décision, est-ce qu'il y a un trouble cognitif? Et si oui, est-ce que c'est de la confusion mentale? Ça nous permet d'avoir une réponse assez facilement à cette question. Alors une fois qu'on a identifié, c'est bien joli, il faut gérer le patient. En fait, pour faire vite, parce que je voudrais respecter ces 7 minutes et éventuellement avoir une discussion, identifier les causes, et les causes souvent sont multifactorielles, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un bilan, pas s'arrêter à la première cause retrouvée, et essayer d'agir sur toutes les causes modifiables identifiées, notamment une maladie infectieuse, des désordres circulatoires, les médicaments récemment introduits qui peuvent générer une agression, je dirais, au niveau métabolique. Tout ça peut faire l'objet d'interventions. Également, ce qui est recommandé, c'est d'essayer de produire autour du patient, notamment pendant la période d'agitation, un environnement qui soit rassurant et contenant. Alors, je passe les détails. Vous avez des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui concernent les patients qui ont une confusion mentale aiguë et qui détaillent bien cela. Donc, par exemple, dans la chambre d'hôpital, c'est veiller à ce que la chambre soit bien éclairée, recommander au personnel d'être détendu, éviter un environnement sonore trop violent, essayer d'avoir une personne familière
proche du patient pour le rassurer, etc. Souvent, malheureusement, c'est des conditions qu'on n'arrive pas à voir aux urgences, c'est en général tout le contraire, et alors que la confusion mentale des personnes âgées est très fréquente chez les sujets âgés qui se retrouvent aux urgences. Et si ces mesures n'arrivent pas à calmer la personne, qu'elle est très agitée, ou si même il y a une dangerosité, c'est-à-dire que le patient est dangereux pour lui-même ou pour les autres, on conseille le recours à une stratégie médicamenteuse pour essayer de calmer les choses. Donc ça, c'est vraiment dans les recommandations de l'HAS. L'HAS recommande soit des benzodiazépines d'action rapide, notamment il les préconise s'il y a des symptômes anxieux, si la personne a l'air vraiment inquiète, ou bien un antipsychotique atypique d'action rapide, notamment si le patient a une symptomatologie de type psychotique avec des délires, des hallucinations. Alors, il faut dire que ce n'est pas des recommandations qui sont basées sur au niveau de preuve, mais plutôt des consensus d'experts qui paraissent raisonnables. Là, j'ai marqué ou bien, parce qu'il ne faut pas associer les deux. Les risques en utilisant ces médicaments, c'est d'avoir une sédation excessive et des complications iatrogènes qui vont être produites par ces médicaments, comme une immobilisation excessive, des fausses routes, des globes vésicaux, etc. Donc on essaye vraiment de s'en passer. Autre possibilité aussi qui existe, c'est la contention physique, c'est-à-dire en langage courant, on attache les gens. Il faut y recourir le moins possible. On peut être amené à le faire, par exemple, pour corriger une déshydratation chez quelqu'un vraiment qui va arracher ses perfusions à répétition, ou chez quelqu'un, par exemple, qui est interdit d'appui pour des raisons orthopédiques, etc. Voilà, mais c'est quelque chose à réserver véritablement dans des situations extrêmes et sur prescription médicale seulement. Comment gérer une confusion mentale? Il faut suivre ces patients après l'épisode de confusion. Déjà s'assurer, bien sûr, qu'on retrouve des fonctions cognitives normales. S'il y a une réversibilité qui est seulement partielle, eh bien, il faut penser que le patient a probablement une démence, ce qu'on appelle désormais un trouble neurocognitif sous-jacent, et faire un bilan mémoire. Alors, j'ai marqué à 4 ou 6 mois parce que la récupération cognitive peut être lente. Il y a déjà eu pas mal d'études faites dessus, et il faut s'éloigner suffisamment d'un épisode aigu pour pouvoir faire un diagnostic cognitif propre. Voilà. Donc nous, par exemple, les personnes qui ont eu ça au cours qu'on a diagnostiqué dans le service, on leur donne un rendez-vous de consultation mémoire dans 6 mois. Ce qu'il faut savoir aussi, que la survenue d'un épisode de confusion, même s'il y a une régression totale, n'est pas un événement anodin. Toutes les études de suivi, il y en a de très bonnes, ont montré que c'était un facteur de risque majeur d'avoir un diagnostic de démence dans l'année qui suit, avec des odds ratios qui sont de l'ordre de 7, c'est considérable, et ça représente un facteur de risque de mortalité élevé à 1 an, probablement parce que c'est un marqueur d'un certain nombre de comorbidités, d'une vulnérabilité générale du patient. La prévention, en fait, on a quelques études avec très bon niveau de preuve, notamment dans des suites chirurgicales ou aussi après dans une hospitalisation médicale. Notamment, il y a un groupe aux États-Unis qui a fait des travaux excellents. Et avec une stratégie, je dirais, assez simple, finalement, quand on regarde les origines de la confusion mentale, eh ben, c'est de prévenir des agressions, connaître les situations à risque, et puis surtout aussi, lorsqu'on est dans une situation à risque, eh bien, c'est des méthodes pour que le personnel soit peu agressif vis-à-vis du patient, d'utiliser les prothèses auditives, les aides visuelles, et des mesures assez simples comme ça permettent de diminuer à peu près d'un tiers l'incidence des épisodes de confusion mentale dans ces contextes-là. Alors, je profite un petit peu de l'audience, puisqu'on parlait de maladie d'Alzheimer, pour vous signaler que la publication d'un cours online gratuit sur la maladie d'Alzheimer, un MOOC, qui est le premier MOOC en santé de notre université à l'UPMC, et qui est publié sur la plateforme EDX. Et donc, voilà, c'est un cours gratuit. Si cela vous intéresse, vous avez un peu la procédure pour le suivre. On y parle beaucoup plus, bien sûr, de maladie d'Alzheimer que de confusion mentale. Mais voilà, si vous vous intéressez à la cognition, peut-être que ça pourrait intéresser certains d'entre vous ou les soignants de vos équipes. Voilà, je vous remercie.